Trois parties. Première partie, on va voir ce qu'on appelle les contraintes et les libertés. Donc quand on évolue dans la vie, on évolue avec des contraintes, des choses qui sont obligées. Et puis après, il y a des moments où non, on a le choix. On a le choix, libre arbitre, on peut faire plus ou moins comme on veut. Deuxième point, on va voir l'importance de l'exemple dans l'éducation. Et troisième point, on va voir l'occasion, pendant les vacances, de créer un lien particulier avec ses enfants. Alors, ce que je vais échanger avec vous, partager avec vous, c'est valable pour l'éducation des enfants, c'est valable aussi pour soi-même, c'est valable dans le couple, c'est valable pas seulement pour les vacances, mais on va voir que c'est plus à propos au moment des vacances, vous allez vite voir pourquoi, mais ça s'applique aussi pendant toute l'année, un peu plus Shabbat, et encore un peu plus dimanche, vous allez deviner pourquoi, et encore un peu plus pendant les vacances. Et pourquoi plus, par exemple, dimanche que Shabbat, ou pourquoi plus les vacances encore que Shabbat et dimanche? Parce qu'en fait, plus on avance entre la semaine, Shabbat, dimanche, les vacances, plus on diminue les contraintes, plus on est en zone de libre, si vous voulez. Voilà. Alors, justement, je vais citer le Rav Rothenberg Zatzal, qui citait que tout développement personnel, toute éducation, elle repose, elle est impossible. C'est impossible d'avoir une réussite sans ce qu'on appelle échéar. Alors, c'est un mot terrible, parce qu'il y a les 3 R dedans. D'accord? Il y a le chaf, il y a le resh, et il y a le chaf, et le chet. Donc, c'est très dur à dire. Échéar. D'accord? Échéar, en français, on pourrait traduire contrainte. D'accord? Bon, tout le monde connaît ça, le fait qu'on doit travailler, on doit payer son loyer, on doit toutes les contraintes, on doit faire attention à sa santé, on doit... Voilà. Tous ces éléments-là vont permettre à une personne de s'épanouir, de se développer, de se travailler. Oui. Exemple flagrant, peut-être que vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu de façon violente, c'est quand je suis passé du lycée à l'université. D'accord? Le lycée où on est cadré, il y a des cours, c'est à 8h du matin, et j'étais pas au niveau de faire bleu, de louper des cours ou d'être en retard, et je faisais mes devoirs, etc. Donc, tout était cadré. On est au lycée. Quand on arrive à l'université, bon, encore maintenant, ça a un peu changé, c'est beaucoup plus cadré, il y a des partiels, il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de choses, mais à mon époque, c'était à la fin de l'année, tout se jouait en quelques jours, et à la fin, et des fois on ne faisait pas grand-chose pendant l'année, on bachotait à la fin et hop, ça passait plus ou moins. Donc l'université, par rapport au lycée, c'était un changement total, parce que d'un seul coup, il fallait se prendre en main, se responsabiliser, se lever le matin, on pouvait louper les cours autant qu'on voulait, il suffisait de les rattraper, voilà. Le Rav Chaim Vital nous dit, donc c'est lui qui a écrit tous les écrits du Harizal, il nous dit que s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, en particulier des hommes vis-à-vis des femmes, les hommes, je résume, seraient SDF. C'est-à-dire, ils ne construiraient pas de maison, ils ne feraient pas des études, ils ne travailleraient pas, ils se laisseraient vivre. D'accord? Une bière, un banc, et la vie est belle. D'accord? J'exagère un peu, mais voilà. Donc on voit que Adam Arishon, au départ, avait une situation d'obligation extrêmement faible. Il fallait juste qu'il prie pour qu'il pleuve, c'est tout ce qu'il avait à faire, et ne pas manger du Etz Hadat. Voilà, c'est tout. Donc, une contrainte extrêmement faible, et il a élargi. Il a élargi ce Yetzer Hara en mangeant le Etz Hadat. Bon, c'est pas le sujet d'expliquer, mais ça n'a fait que élargir le libre arbitre, la Bechira de l'être humain, et on va dire quand même en faisant que ce qui était clair, comme de l'eau de roche, avant que Adam Arishon mange du Etz Hadat, pour lui fauter, c'était comme se jeter dans le feu, pour nous, d'accord? Alors qu'après avoir mangé le Etz Hadat, ça devenait, pourquoi pas, d'accord? Le sheker, le mensonge, prenait forme et devenait aussi fort, si on peut dire, que la vérité. Et c'est à l'homme maintenant de faire le travail, de mettre les bonnes lunettes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, et c'est très difficile d'y voir clair. Et cet écart-là, cette augmentation du Yetzer Hara qu'a fait Adam Arishon, volontairement, il l'a fait pour mieux servir Hachem dans un niveau de challenge, de difficulté plus grand, ça a continué à être augmenté
avec les générations, au point que il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu adapte le niveau de contrainte à ce Yetzer Hara. Par exemple, Adam Arishon, après la faute, il fallait travailler Be'eziat Apecha, la sueur de ton front. D'un seul coup, il fallait travailler pour vivre. Avant, il n'y avait pas besoin. Il cueillait les fruits comme ça, il n'y avait pas besoin de travailler. Pareil, on voit que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont également, entre guillemets, prié Hachem pour augmenter le niveau de contrainte. Vous n'êtes pas sans ignorer que si Avraham Avinu n'avait pas demandé la vieillesse, on n'arriverait pas à différencier nos âges, à nous qui sommes présents ici, d'accord ? Alors Livna, oui, mais à partir de 30 ans, entre 30 ans et 120 ans, on ne verrait plus la différence, à part qu'on verrait que les gens sont un peu plus forts, mais c'est tout, d'accord ? Donc il n'y aurait pas de vieillesse, comme un petit peu on voit chez les animaux d'ailleurs, où la vieillesse, elle est vraiment quasiment rien à côté de l'être humain, oui. Donc Yitzhak Avinu a demandé les épreuves, Yitzhak Avinu était aveugle à la fin de sa vie, et Yaakov Avinu a demandé la maladie. Donc on voit, c'est des contraintes, c'est des énormes contraintes, ça a complètement changé la donne de la vie sur Terre, si on peut dire. Comment ça se fait que ces Avot ont demandé ça? Alors il y a des raisons officielles, mais la raison générale de ça, c'est que à Yetzer Hara plus grand, à libre arbitre plus grand, il faut des contraintes équivalentes pour qu'on reste sur le chemin. Si on a trop de choix, s'il n'y a plus les contraintes qui viennent compenser la liberté de choix, alors bingo, la personne elle risque de s'égarer. Donc là on est toujours un peu sur une introduction. Donc ça on voit la valeur des contraintes. Donc c'est les contraintes qui vont nous permettre de rester, on va dire, dans le droit chemin, de ne pas s'égarer. Voilà. D'un autre côté, on sait également que chaque individu, peut-être vous l'avez certainement vécu, et je ne vais pas le citer, mais je me souviens, Rav Eliuzan m'a dit qu'il se souvenait pertinemment à l'adolescence de ce moment de challenge qu'il avait eu dans sa vie. C'est que lorsqu'on va parfois avoir un choix libre, donc on peut aller à droite ou à gauche, évidemment on sait qu'à droite c'est pas bon, à gauche c'est bon par exemple, ou le contraire, hein, c'est pas de politique, eh bien à un moment où on va surmonter une tentation, on va surmonter un Yetzer Hara, on sent parfois dans sa vie qu'on va prendre un nouveau virage, on va s'ouvrir une voie nouvelle, une vie nouvelle, qui va justement au contraire se réaliser pleinement parce qu'on n'est pas dans une obligation, parce qu'on n'est pas dans une contrainte, parce que c'est un choix libre. Donc d'un côté, on voit que la contrainte nous permet de rester dans le rail, et d'un autre côté, et donc de travailler, d'avancer, de progresser, d'évoluer, et d'un autre côté, on voit que les grands moments de boost, c'est quand au contraire on a eu un moment de liberté et qu'on aurait pu choisir la mauvaise voie et qu'on a fait l'effort et on a choisi la bonne voie. Et c'est là qu'effectivement il y a un tournant dans sa vie. On retrouve ce principe-là très connu à Matan Torah. Matan Torah, c'est connu qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis, c'est marqué Tachat Ahar, sous la montagne. Ça veut dire qu'Hachem a mis Arc et Gigit, c'est une image, il a mis la montagne comme une marmite sur notre tête, et il nous a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bon, on continue l'histoire. Si vous la refusez, ce sera que vous ratrem, ce sera votre tombe, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on a choisi la Torah. Alors, il y a plusieurs explications. L'explication la plus courante, c'est que ça concernait la Torah écrite. Ça concernait la Torah orale. Parce que sur la Torah écrite, on avait déjà dit Naaseh Venishma, qu'on ferait et qu'on écouterait. Donc c'est sur la Torah orale. Mais cette orale, qui est beaucoup plus difficile que la Torah écrite, on l'a réacceptée de plein gré à Purim. Vous savez, c'est marqué dans la Megillat Esther, Kimu vekiblu hayehudim. Ils ont accompli et ils ont accepté les Juifs. Et on parle de la Torah orale là-bas. Et la Gemara demande, la Gemara Shabbat, le nom de Rava, elle demande, je ne comprends pas, d'abord il faut accepter et après accomplir. Pourquoi c'est marqué à l'envers? C'est marqué qu'on a accompli et qu'on a accepté. Non, d'abord j'accepte la Torah orale et après je l'accomplis. Et la Gemara répond, en fait on a accompli ce qu'on avait, on a réaccepté, mais pleinement, par Ahavat Hanes, par l'amour du miracle de Purim, de notre plein gré,
on a réaccepté la Torah orale qu'on avait acceptée à l'époque, mais par contrainte. D'accord? Donc on voit, encore une fois, que la construction du Klal Israël, son vrai statut de peuple, Mamlechet Kohanim, de ce peuple qui va représenter la Torah, en fait, on l'a acquis uniquement à partir du moment où, de plein gré, en toute liberté, entre guillemets, on a accepté la partie la plus dure de la Torah, qui est la Torah orale. Tant que c'était par la contrainte, c'est pas ça qui allait nous donner ce statut élevé, cette responsabilité d'être le peuple juif. Alors, donc tout ça, on va arriver donc maintenant aux vacances. Vous avez compris l'introduction. C'est qu'effectivement, au moment des vacances, alors on a cette liberté-là. Donc ça va être une occasion extraordinaire de faire les choix et de vraiment s'approprier des conduites ou ce qu'on appelle des ma'alot, des qualités qui nous sont un petit peu, entre guillemets, imposées par les contraintes de la vie. Par exemple, le matin, on se lève parce que si on ne se lève pas à telle heure, on va arriver en retard au boulot, on se fait renvoyer. Et si on arrive en retard à l'école, oui, catastrophe. Un mot, 2 mots, 3 mots, mots aux parents, tréha, etc. Donc voilà, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, ça, c'est une contrainte extérieure. Ça va nous éduquer, ça va nous permettre de nous construire. Mais l'acquisition de ça, elle se fait vraiment quand ça devient un choix personnel. Ça se fait quand, en vacances, Livna, elle se lève à 7h du matin et elle dit « Maman, voilà, je sais que je ne vais pas à l'école, il n'y a pas le métro, il n'y a pas je ne sais pas quoi, etc. et tout, mais je me lève, je fais ma tfila, bang, bang, bang et tout, voilà. D'habitude, je fais tout ça parce que je suis obligé, j'ai pas le choix. À l'école, j'arrive, allez, vas-y, tfila, machin et tout et tout. Là, c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis et là, j'acquiers la chose. Et ça devient ma propriété, ce qu'on appelle ma pnimiut, mon intériorité. Avant, entre guillemets, c'est un peu extérieur et ça fait partie de l'éducation. Donc, vous avez compris qu'il faut jouer sur les deux plans. Il faut jouer sur les deux plans. Donc, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre, d'un côté, alors que ce soit donc pour soi-même, comme on l'a dit au début, que ce soit dans le couple, que ce soit parents-enfants, voilà. Il faut trouver toujours cet équilibre dans le travail qu'on fait sur soi entre les contraintes, le niveau de contraintes et les libres choix. Les libres choix. Et donc c'est ça l'occasion extraordinaire des vacances. Alors c'est pour ça qu'on a dit que dimanche c'est aussi un petit peu plus ça, on va voir comment on fait. Shabbat c'est un peu moins parce que il y a quand même des contraintes. Alors évidemment, on n'oblige personne, d'ailleurs il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes qui vont Shabbat matin à la tfila, ou il y a des minyanim un peu tardifs chez les Chabad, ou d'autres. Voilà. Comment ? Il n'y a pas que chez les Chabad. Il n'y a pas que chez les Chabad, voilà. On fait des minyan de jeunes un peu plus tard et tout. Voilà. Mais effectivement, voilà. Alors, on va avoir un niveau de contrainte pendant les vacances qui va être, entre guillemets, le plus bas possible. Et c'est ça qui va nous permettre de vraiment acquérir, intérioriser ces bons comportements ou ces bons traits de caractère que finalement on travaille toute l'année, mais par la force des choses. D'accord ? C'est par exemple l'application de ça, entre autres, c'est par exemple des choix des fois de société. Les pays qui veulent par exemple légaliser certaines drogues douces, par exemple, en disant qu'en le légalisant, au contraire, les gens vont faire certains choix et ils vont choisir de pas les prendre. Et même, il paraît que des fois, ils ont vu qu'en légalisant, la consommation diminue, alors que quand c'est interdit, bon, après il y a d'autres explications là-dessus. Dans la Gemara, que ce qui est interdit, ça a plus de goût, mais bon, voilà. Maïm Gnuvim, voilà. Alors évidemment, dans ce niveau où on va, pour soi-même ou pour ses enfants, où on va essayer de trouver ce dosage entre le niveau de contrainte et le niveau de liberté, il faut trouver le bon timing, évidemment. Par exemple, on voit que voilà, les enfants, on ne va pas dire « Tiens, tout de suite, je vais les laisser regarder n'importe quoi »
Comme ça, ils vont avoir la liberté de faire les choix, de fermer les yeux quand il y a un truc à ne pas voir, etc. Bon, nous, à notre époque, enfin, je parle de moi, j'ai connu le carré blanc, voilà. Maintenant, il paraît qu'ils mettent les âges, 10, 12, 14, 16, je sais pas. À l'époque, c'était carré blanc, voilà. Le carré blanc, c'est sur pas grand-chose, hein. C'est par rapport à maintenant. Rien qu'un bisou, c'était carré blanc, voilà. Donc, on voit que, voilà, même les nations, ils savent qu'on ne va pas confronter un enfant a des libertés de choix tant qu'il n'a pas la maturité, et donc on va le laisser dans les contraintes, d'accord? Pareil, les téléphones, smartphones, filtre, pas filtre, à quel âge on donne un smartphone, à quel âge on laisse l'enfant, etc. Voilà. Tout ça, c'est en hébreu ce qu'on appelle l'itmoded, que l'enfant soit à la maturité suffisante pour se mesurer à la chose. En attendant, il n'a pas le choix, à un moment, il va avoir le choix, et pour ça, il y a des étapes, etc. Alors, du coup, pendant l'année, donc pour reprendre, pendant l'année, évidemment, il y a l'école, il y a le travail, il y a les activités, parce que les enfants, on leur fait faire de la musique, du sport, etc. Donc les degrés de choix sont très restreints. Alors, des fois, on essaye de... Faut pas écouter, là. Des fois, on fait la révolution, voilà. Des fois, là, c'est rectangle blanc. Des fois, on fait la révolution. Je pense que vous avez tous connu ça avec vos enfants. Moi aussi, j'ai connu ça. On m'a inscrit au judo. Au bout d'un certain nombre de séances, je voulais plus y aller, etc. Bon, l'école, j'ai jamais osé, mais il y en a qui ont osé. Bon, voilà. Mais c'est sûr que on va donner une image, disons, pendant l'année. On est un petit peu, bon, c'est une image un peu violente comme ça. On est des oiseaux en cage, entre guillemets. Vous avez compris, d'accord? Et les vacances, on ouvre la cage. Et des fois, il y a l'envolée de pigeons. Alors, en plus, pourquoi? Parce que bon, c'est évident, il n'y a plus l'école, il n'y a plus le métro à ne pas louper ou le bus, le ramassage scolaire, il n'y a plus... et même, il y a des libertés. Le climat n'est pas le même, c'est l'été, on a des longues journées, donc on a le choix plus longtemps. En hiver, à 5h30, il n'y a plus le choix, il fait nuit, etc. Il y a énormément de choix, de possibilités qui s'ouvrent d'un seul coup à l'enfant, ou à nous aussi, c'est pareil. Et donc, il va falloir arriver à gérer ça. Alors, c'est là qu'il faut en profiter. Il faut là qu'on profite. Alors, comment gérer ça? Alors bon, vous savez, il faut essayer de donner à l'enfant la possibilité de prendre sur lui, voilà, comme on dit. D'essayer par exemple, un enfant, on va lui donner, soit parce qu'on va lui donner un projet, on va lui donner un but, on va lui donner éventuellement une récompense, par exemple. Les cahiers de vacances sont très agréables. Moi, j'ai connu les cahiers de vacances Khalet, que c'est un cauchemar. Maintenant, les cahiers de vacances, j'ai vu, c'est super agréable, d'accord? Ou les cahiers de vacances... Comment? Est-ce que vous les regardez, vous ne les faites pas? Ah non, mais mes filles, les cahiers de vacances, elles les faisaient en 2 jours. Je veux dire, moi, il fallait me menacer tous les jours, il fallait me mettre la contrainte. Je ne les faisais pas tout seul. Et là, elle les fait en quelques jours. Et même, il y a les cahiers de vacances maintenant sur ordinateur aussi, et avec les petites récompenses et tout ça. Et on voit ça, bing, 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 bing. Ça va très, très vite. Donc, il faut essayer de trouver des systèmes, des astuces pour motiver les enfants, pour pouvoir leur permettre de faire ces choix, ces bons choix, mais avec, on va dire, des niveaux de contraintes. Il y en aura toujours, mais c'est des contraintes qu'eux, ils vont se donner. Ils vont se donner parce qu'ils veulent la récompense, parce que c'est attrayant, parce que c'est ludique, et donc c'est plus vraiment une contrainte en vérité. Le matin, on va faire une activité sympathique. On va faire, si à telle heure vous êtes prête, on fait ça. Bon, sinon, on fera le lendemain. Alors là, hop, elles sont, bon, c'est comme nous, on doit partir en vacances, bizarrement. On peut se lever à 4 heures du matin, on n'a aucun problème, alors que sinon, c'est plus compliqué. Deuxième avantage aussi sur lequel il faut jouer au maximum pendant les vacances. Donc, premier avantage, comme on a dit, c'est essayer de permettre à l'enfant de faire ses choix, d'acquérir, d'intérioriser ce qu'on appelle les ma'alot en hébreu, les qualités, les bons comportements, voilà, comme se lever le matin, étudier, faire sa tfila, etc. Le faire comme ça avec
un maximum d'engagement personnel de l'enfant, même s'il y a des petites récompenses et je veux dire des boosts comme ça qui sont mis en place, mais ça reste la décision de l'enfant. Deuxième point, vous savez qu'il y a enfin c'est toujours dans le premier point, vous savez qu'il y a un principe de base dans l'éducation, c'est Chanor Lanar Alpi Darko, qu'il faut éduquer l'enfant par rapport à son derer à lui, à son chemin, à sa voie, à son caractère. Et ça, comme bon, j'étais longtemps enseignant, et j'avais souvent des parents qui me disaient « Moi, l'école, pour moi, c'est un rouleau compresseur. On se retrouve dans des classes de 20, 25, voire plus. Le programme, c'est le même pour tout le monde, c'est pas adapté pour tout le monde. Et le prof, il n'est pas adapté pour tout le monde, etc. » Tout le monde connaît ça. Et donc, des fois, l'enfant, il est plus en échec, des fois... Or, il faut savoir que dès qu'un enfant... entre guillemets, c'est pas adapté, il va pas être au rendement maximum, il va pas être en situation de réussite, ça va pas le booster, etc., etc. Et là, pendant les vacances, c'est l'occasion. C'est l'occasion, on va pouvoir essayer de trouver des choses qui sont adaptées à l'enfant et qui vont permettre aussi parfois, comme un petit cahier de vacances sympathique et on va aider l'enfant avec une récompense à la fin, etc., à lui permettre de se remettre à niveau et de se retrouver dans le flow, d'accord, par exemple. Oui. Également, chaque enfant, il a certaines qualités. Ça, c'est une base de l'éducation. On doit savoir quels sont les points forts de nos enfants. Et c'est ce qu'on doit développer le plus. C'est ce qui va permettre de tirer tout le reste. Et donc, on va pouvoir développer ça pendant les vacances. Alors que des fois, pendant l'année, bon, ça ne s'y prête pas. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était le premier point, qui est le fait que les vacances, c'est un moment où on va pouvoir adapter davantage à l'enfant et lui permettre de s'engager personnellement dans des choix, plutôt que tout le temps réagir à la contrainte, et donc de s'acquérir ces comportements ou ces qualités-là. Deuxième point, qui va être un peu plus rapide, je vous rassure. Un autre principe de Chinour, d'éducation très important, c'est ce qu'on appelle Dugma Ishit, c'est l'exemple. D'accord ? On peut raconter tout ce qu'on veut, l'enfant, il ne regarde pas ce qu'on dit, il regarde ce qu'on fait. D'accord ? On sait tout ça. Et attention, Livna, tu me dis si je me trompe, des fois on a l'impression comme ça que l'enfant il joue, tout ça, mais en fait il est en train d'observer, il est en train d'écouter, tout est enregistré. Les enfants ont une capacité phénoménale de capter, d'enregistrer, phénoménale. Il y a des psychologues comme ça qui ont fait des études, je ne sais pas comment, et qui ont montré qu'un adulte, on va prendre un adulte voilà, même de 35 ans si vous voulez, relativement jeune, eh bien un adulte n'arriverait jamais à suivre le rythme d'un enfant à l'école. Il y a tellement de paramètres, tellement supporter les profs, supporter les camarades de classe, les devoirs, les tests, les interros, les machins, les transports, le truc. Il y a énormément de paramètres et c'est beaucoup de paramètres nouveaux. Et donc c'est presque comme si on changeait de boulot tous les mois. Et donc l'enfant Hachem a donné à l'enfant des capacités extraordinaires. Un enfant apprend à parler tout seul. Je dirais, il n'a pas besoin d'aller à la fac pour apprendre à parler. Il peut des fois être bilingue, trilingue, juste en entendant ses parents parler. Donc ça montre les capacités. J'ai plusieurs jeunes qui parlent par exemple une deuxième langue, uniquement parce que les parents, pour ne pas se faire comprendre, parlaient cette langue-là. Mais au bout d'un moment, ils se rendaient compte que, walou, je veux dire, alors qu'ils n'ont jamais expliqué ou fait une leçon à l'enfant, ils ont juste parlé, c'est tout. Et lui, il est là comme ça, ils imaginent qu'ils sont dans leur coin, là, et il est là, il capte tout. Voilà. Donc, ça, c'est la Dugma Ishit. Un autre principe essentiel de l'éducation, qu'on dit souvent entre Talmid et Rav, entre élève et Rav, c'est Shimusho Yoter Milimudu. Que Shimusho, mot à mot, ça veut dire servir quelqu'un, mais ça veut dire le fréquenter, vivre avec lui. C'est plus que son enseignement. Que voir vivre quelqu'un, c'est plus mashpia, ça influence plus, ça construit plus, ça apprend davantage que des enseignements théoriques. Ça arrivait même à des situations un peu bizarres à l'époque de la Gemara, où des fois le Rav il se cachait sous le lit du Rav, ou il se cachait dans des endroits bizarres, pour voir comment il faisait ci, comment il faisait ça, voilà. Bon. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est que
pendant l'année, nos enfants, ils ne nous voient pas beaucoup. Ça dépend évidemment de chaque famille, mais des fois, l'enfant, il part... bon, si on emmène son enfant à l'école, au moins en voiture, bon, c'est déjà ça. Moi, il partait tout seul à l'école, voilà. Donc, moi, je suis déjà parti quand elle se lève, donc il ne me voit pas. Je rentre, elle dorme, donc il ne me voit pas. Et des fois, il voit quasiment que Shabbat. Ou même si des fois, il voit les parents, mais il y a la fatigue, le stress des parents, des enfants, le téléphone. Bon, ça, on en parlera, c'est encore une autre histoire. Donc, il n'y a pas... On n'a pas le temps, on est occupé, et même quand on est libre, on est stressé, la maman, elle est en train... Mon épouse a refait toute sa scolarité avec mes 8 filles, donc voilà, elle a fait 8 fois sa scolarité. Mais c'est vrai qu'elle passait 2-3 heures avec elle le soir et tout, pour refaire avec elle le travail comme ça, sympathique. Mais elle savait qu'après, elle devait se dépêcher, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a le bébé, il y a le machin. Et donc, on n'a pas la détente que l'on va retrouver pendant les vacances. Donc, également, l'enfant va voir ses parents dans ce qu'on dirait un espace de liberté. Ça veut dire qu'il va voir son papa. Bon, le papa, admettons, il va tous les matins à la synagogue parce que ça ne lui viendrait pas à l'idée de ne pas y aller, il ne veut pas avoir l'archouma, je ne sais pas. Voilà. Mais là, pendant les vacances, bon, on peut rester un petit peu sous la couette, etc. Ou des fois, il n'y a pas de minyan où on est, alors on voit les parents faire la tfila. Et donc, l'enfant, il va voir justement ses parents dans cette situation dont on a parlé au début, de plus grand choix. Il va voir, par exemple, la tsniout, une maman, des fois, elle va sortir dans la rue, elle est dans son quartier, elle est connue, elle ne va pas oser sortir pas tsniout, par exemple, s'il y a une pression socio-religieuse suffisante, admettons. Mais là, c'est en vacances. Et peut-être on est dans un endroit où on ne connaît personne. Alors voilà, là, c'est là que les choix personnels vont faire jour. Et donc les enfants, ils vont voir comment le papa fait la tfila, comment la maman fait la tfila, comment elle s'habille, est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il n'étudie pas. Ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et même quand on fait, l'enfant va pouvoir voir aussi avec quel degré d'importance le parent y donne. C'est plus difficile à voir pendant l'année. Il va voir, est-ce qu'il va se précipiter sur une détente, par exemple, plutôt que d'abord faire sa tfila ou étudier, ou je ne sais pas. Voilà. Donc il va voir quelles sont les priorités, alors que dans l'année, comme tout est cadré, alors on voit moins où sont les priorités. Parce que bon, ça roule. Il y a des histoires comme ça très connues, c'était pas forcément pendant les vacances, mais il y en a un cas, c'était pendant le Shabbat. Il y a Rav Yakovson, si vous avez entendu, il a écrit Al Techatu Bayeled, ne fautez pas avec l'enfant. Donc c'est un très très grand éducateur en Eretz Israël qui a écrit des livres. Et dans un de ses livres, il raconte, il s'est occupé souvent d'enfants qui venaient de familles très religieuses, de Bnei Torah, mais qui des fois ont un petit peu du fil à retordre. Et il raconte l'histoire une fois d'un enfant, et il lui faisait du moussard, il essayait de le redresser, de lui redonner la bonne direction. Et un jour, l'enfant, il l'a arrêté et il lui a dit « Bon, écoutez Rav, vous êtes très gentil, sachez-moi, il y a juste un truc. Quand on sert le tchoulant à table, il ne faut pas que je dérange mon père. D'accord ? C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le tchoulant. Voilà. Ça, c'est plus important que moi. Voilà. Donc, bon, après, c'est des choses que se met l'enfant dans la tête. Il raconte une autre histoire, l'histoire de la Volvo. Et pareil, un enfant qui a un peu dévié comme ça, le Rav essayait de le reprendre. Et à un moment, l'enfant, il lui a dit « Rav, je vais vous dire, moi j'ai vu une fois la vraie simcha chez mon père. Je l'ai vu vraiment joyeux. C'est quand il a acheté la voiture. Quand il a acheté la Volvo, là, je l'ai vu joyeux. » Donc, voilà, ça c'est la joie. Rav Velbe, il dit, et le Harizal aussi en parle, le Harizal dans Simchat Torah, dans le Shabura, il est cité, il dit qu'il a atteint son niveau, le Harizal qui a réexpliqué toute la Kabbale, il a atteint par la simcha, la joie avec laquelle il faisait les mitzvot. Et Rav Velbe aussi dans son Sefer, il dit que la simcha avec laquelle on fait une mitzvah, elle est plus importante que la mitzvah elle-même. Donc ça, l'enfant, bon, pendant l'année, on peut le voir, mais on peut le voir davantage
pendant les vacances, rien que parce qu'il y a plus le temps de voir et parce que, comme on a dit, les conditions s'y prêtent plus parce qu'on est comme ça plus libre. Maintenant, attention. Ah oui, je vais ici noter évidemment le téléphone. Le téléphone, oui. Voilà, je ne sais pas quel âge vous avez. Est-ce que ceux qui ont connu, est-ce que vous vous souvenez des vacances quand on n'avait ni portable ni Internet? Rien. Moi, je me souviens, pendant longtemps, on prenait des locations au Gîte de France et des fois, il n'y a même pas de fixe. Il n'y avait même pas un fixe, donc on n'avait plus rien. C'est fini. On était en vacances, il n'y avait plus que nos enfants et nous. Plus rien. Il n'y a pas de contact. C'est fini. Il faut aller en ville et prendre une cabine pour aller donner des nouvelles à sa mère si on veut, avec des pièces. C'est fini. Voilà. Après, il y a eu les portables, mais juste avec le téléphone et même pas encore SMS, et puis sans Internet, après SMS, mais ça coûtait cher, et puis les téléphones coûtaient très cher aussi. C'était juste maman, tout va bien, au revoir maman, tchoc, voilà. Et donc une fois par semaine, et voilà. Et après, donc il faut profiter pour partager du temps. On va avoir le temps de partager avec ses enfants, mais attention, et ça aussi c'est valable pour Shabbat en particulier, parce que c'est plus fréquent Shabbat que les vacances, c'est pas le moment, j'ai marqué comme ça une phrase un peu rapide, c'est pas le moment de chercher d'époux. Ça veut dire que des fois dans la semaine, on n'a pas le temps, donc on passe les caprices, on passe tout et tout, allez vite dans la voiture, etc. et tout, et Shabbat on a le temps, et là, bang, d'accord? Alors déjà c'est une catastrophe, parce que Shabbat ça veut dire bang, ok? Pendant les vacances, c'est moins grave si l'enfant il n'aime pas trop les vacances à cause de ça. Non. Mais c'est grave par rapport à la troisième partie, justement, qui va être de profiter de ce moment pour prendre le temps de créer un lien avec ses enfants. Et ça, pour faire ça, il faut faire un travail d'équipe. On se met d'accord que quand il y en a un qui est trop macpide, on dit en hébreu, trop pointilleux, parce qu'il profite que c'est les vacances, que les enfants sont là et qu'on peut... Alors vas-y, allez, fais ci, fais ça, pourquoi, non, repeigne-toi, habille-toi comme ça, etc., etc. On en profite parce qu'on a le temps et on a l'énergie. Alors là, l'autre, il doit lui dire, oh, on se calme. Pas devant l'enfant, évidemment, mais on se calme et tout. Parce que la chose à privilégier, évidemment, ça va être le lien, ça va être le kécher qu'on va créer avec son enfant. Pareil, essayer d'étudier, de partager, de discuter avec l'enfant. Il faut choisir le bon moment, d'accord? Si par exemple étudier pour les garçons, si on commence à faire ça, bon, demain à 9h du matin, on fait Ravruta et tout, bon, c'est pas bon. Le soir, ils sont fatigués. Alors c'est quand alors? Il n'y a pas le matin, il n'y a pas le soir. C'est quand le moment où on peut se poser pour étudier, d'accord? Alors l'idéal, c'est juste avant la sortie. Parce qu'on sait qu'après, il y a la sortie, d'accord? Donc si la sortie, c'est, je sais pas, soit avant le déjeuner avec pique-nique, c'est ce qu'on fait, soit, parce qu'en fait, on gagne le temps du repas, soit après déjeuner si on part plus tard. Alors juste une demi-heure avant, là, on sait qu'on va sortir dans une demi-heure. Donc hop, on est déjà dans le kiff qu'on va sortir, et hop, c'est là le moment où on peut placer une petite étude, où on peut placer des choses. Mais il faut toujours avoir en tête, à ce moment-là, que ça ne va pas être les yédiotes, les connaissances qu'on va donner à l'enfant pendant les vacances. L'essentiel, ça va être l'envie, les sheifot, le plaisir de l'étude, le ta'anoug, le plaisir, et le kécher, le lien qu'on va créer avec les enfants. Parfois, il y a une erreur classique, c'est que le parent, il va essayer d'avoir de l'ascendance sur son enfant en lui montrant qu'il sait mieux que lui, qu'il sait mieux étudier, etc., au lieu de valoriser l'enfant et de le laisser s'exprimer, voilà, même si le parent il sait mieux que lui.